aujourd'hui, Dali est de retour en Europe et il ouvre l'œuvre pour l'écosystème entrepreneurial Fitouns. Donc je vais le laisser vous parler de son parcours et de ce qu'il fait. Ok, super. Marhaba bikoum الكل. Je voudrais commencer déjà par remercier toute l'équipe. Donc super, merci beaucoup. Le format est exceptionnel. Je pense qu'on a tous. J'espère que ça a été intéressant et enrichissant jusque-là et que je ne vais pas être le spoiler de toute l'après-midi. J'ai tenu à. Ça fait 20 ans que je suis parti, 21 ans que je suis parti de Tunisie. Je me rappelle très bien. C'était un 4 septembre 96. Je venais d'avoir mon bac. Et j'étais content de partir, pas nécessairement parce que j'avais une mauvaise vie, j'avais une vie très agréable dans une famille équilibrée, dont je vais parler un petit peu. Mais je savais que la Tunisie allait être un fil conducteur tout au long de ma vie. Aujourd'hui, Dali Kile, 38 ans, je suis CTO de Lifen Holistica, qui est une entreprise de la santé, une start-up. Mais je suis un Tunisien qui a vécu un peu partout et qui se sent bien, surtout à Kairouan, ma ville natale. Mais Kairouan, c'est une petite ville de province qui a ses aspects, qui a toute sa signature, qui a une fierté, qui a une histoire, qui nous a tous bercés. Mais c'est là où ça a commencé et là où j'ai grandi avec des parents qui étaient à cheval entre les professions libérales. Ma mère est pharmacienne, chef d'entreprise, entrepreneur dans l'âme, qui a largement développé son business, qu'elle a commencé de zéro, qui m'a toujours raconté comment elle faisait, avant qu'il y ait les livraisons des laboratoires pharmaceutiques ou des dépôts pharmaceutiques, comment, avec mon père, ils partaient à 5h du matin, ils allaient à Tunis, ils remplissaient la voiture, qu'on avait un break, et qu'ils ramenaient à Kairouan, et qu'ils faisaient ça, et qu'ils géraient leur stock extrêmement... Et que mes après-midi, quand le gros arrivage arrivait, on faisait toutes les vignettes, on mettait tous les prix sur chaque paquet de médicaments, et ben on a vécu ça. Mon père était dans le service public, était enseignant et était expert au sein de plusieurs ministères. Mon milieu familial a toujours été très impliqué dans la vie caritative. Moi, mes parents, ils ont étudié en France, ils ont étudié à Toulouse, et ils sont rentrés s'installer en Tunisie juste après leurs études. Donc, ils étaient de la génération qui n'a pas suivi les sirènes de rester en Europe, qui sont revenus s'installer en 78 en Tunisie. Ils sont revenus s'installer dans leur ville natale qui est à Kairouan. Enfin, c'était pas quelque chose qui était évident, mais qu'ils l'ont fait. Et ils se sont impliqués dans la vie, les jeunes chambres économiques de l'époque, conseillers municipaux pendant 10 ans pour chacun. Enfin, on a vécu tout ça, président de clubs de sport, enfin, tout le truc. Bref, on a vécu dans la vie associative, la vie civique. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu, et mes sœurs, on a vécu dans la vie associative et la vie civique. Et on a une appréciation réelle, le fait de l'école publique, du service public, de tout, de la réalité, du terrain, en fait, tous les jours. Les études, j'ai eu mon bac tunisien au lycée Bob Nenefa à Kairouan en 96. Après, je suis parti faire ma prépa à Pierre de Fermat à Toulouse, pour ceux qui connaissent Toulouse. Petit clin d'œil, toujours dans mon cœur. Après, j'ai fait l'X. Et après, j'ai fait mon école d'application à Stanford. Et donc, j'ai voulu montrer ça à Google. J'en ai fait du chemin un peu déjà pour les études. Et ça va me suivre. J'ai la bougeotte, au fait. Premier dilemme. Je finis Stanford en juin 2001. Et je me pose une question fondamentale parce que la bulle Internet vient de se cracher. Et je me pose la question fondamentale de me dire... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rentre en Europe? J'avais déjà un pré-contrat en fait, en partant aux États-Unis avec une start-up à Paris. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai vu ça. J'étais à 5 minutes de voiture du siège de Yahoo. Google venait de commencer. J'entendais parler que c'est les deux mecs qui s'étaient barrés de leur programme de PhD il y a 2 ans pour faire un truc. Il y avait des bruits à Stanford que ça allait être un truc énorme. Et je me suis dit, j'y suis, j'y reste. Pour le moment. Ça, c'est une citation d'un général français qui est aussi la citation préférée de mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit ça tout le temps. Donc du coup, alors Silicon Valley, j'y suis, j'y reste. Donc 12 ans, des grosses boîtes, Siena, Nvidia, des startups, une créée, un passage par Zynga où j'étais directeur technique de Farmville, le jeu qui a probablement, gaspillé le plus d'électricité dans le monde sur les 20 dernières années. Mais je me suis réellement imprégné
de l'esprit entrepreneurial et de prise de risque de la Silicon Valley, où j'avais absolument aucune peur d'aller quitter un job à Nvidia au bout de 4 ans en disant je vais aller rejoindre mes 3 potes qui ont démarré un truc et puis on va y aller, on va s'en sortir, on va trouver un moyen. J'avais même pas mes papiers de résidence permanente. On y va, on va s'en sortir. Mais tout ça est tellement loin de la Tunisie, en fait, on ne se rend pas compte. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de représentants, disons, de gens qui sont partis un peu en Amérique du Nord, mais le décalage horaire, c'est un truc affreux. Quand on a plus de 2 heures de décalage horaire, on ne vit pas dans un autre monde, en fait. On ne vit pas dans le même monde, on vit dans un autre monde. Quand tes parents, ils ont envie de te parler, qu'ils t'appellent et qu'il est midi, pour toi, que tu es au boulot et qu'ils veulent te parler d'un truc parce qu'il y a un truc qui les chagrine et qu'ils veulent se décharger, tu n'es pas prêt mentalement pour leur parler. Quand toi, tu rentres du boulot, que tu es fatigué, que tu as envie de leur parler, eh ben, en fait, il est 5 heures du matin pour eux, ils ne sont pas là, quoi. Donc du coup, on est décalé, on ne vit pas avec eux, on ne vit plus avec les gens. Et c'est extrêmement difficile. Évidemment, avec la vie aux États-Unis et les rythmes effrénés et 2 semaines de vacances par an, etc., garder un lien viscéral avec la Tunisie, c'est un exploit. Mais il fallait absolument le tenir. Là, j'appelle à l'aide de Ben Battuta quand même, pour dire que voyager vous laisse d'abord sans voix avant de vous transformer en conteur. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que conteur de mon expérience, mais pour vous dire aussi que la Tunisie, on peut s'éloigner, on peut être loin, mais elle est en nous et on ne pourra pas perdre ce lien viscéral. Donc on reste toujours prêt à servir le pays et les opportunités ne sont jamais très loin en fait. J'ai essayé de faire du angel investing. J'ai cru voir Rida Dabebi quelque part. On était un peu de l'aventure au début. Monetize. 3 mecs qui se mettent ensemble, qui identifient une opportunité, Internet, l'ad networking. On a essayé de mettre un peu d'argent dedans, on a trouvé plein de difficultés, le marché qui n'était pas prêt, la culture entrepreneuriale n'était pas pareille, la prise de risque n'est pas la même, la capacité d'exécution n'y était pas. On n'était pas en local, on avait une équipe en local, on était un peu à distance, on essayait un peu de piloter tout ça. Ça ne marchait pas. Donc j'ai appris énormément de cette expérience-là. Deuxième truc que j'ai essayé, c'est le capital de croissance pour PME. Parce que c'était un nœud fondamental qui manquait. J'avais, pour l'anecdote, comme tout bon Kerouanais, on a toujours une petite ferme à 20 km, parce qu'on aime bien la terre, c'est important. Donc on a des oliviers. On en a eu marre de le vendre sur l'arbre, etc. Donc il y avait quelqu'un qui était débrouillard, entrepreneur, un peu dans la région, qui cherchait à faire de l'agroalimentaire, en fait un peu à l'artisanal, à transformer les olives, conservation, etc. Il avait besoin de capital de croissance pour acheter des machines. Il a démarché tout le monde, il a réussi à trouver des subventions, etc. Sauf qu'il a commandé ses machines en Turquie, il a fait tout ce qu'il a pu. Sauf qu'il a mis 18 mois à ce qu'on lui débloque l'autorisation de la Banque centrale pour qu'il ramène ses machines, qui étaient dans un entrepôt en Turquie et qui attendaient là. Et lui, entre-temps, il avait de la demande, il ne pouvait pas la sauver parce qu'il n'avait pas les bonnes machines pour le faire. C'est la réalité de la Tunisie, il ne faut pas se cacher. Mais à force de persévérance, à force de support matériel de la part de moi, de mon père, à l'aider financièrement, à le maintenir, à être sa trésor, à être sa facilité de caisse au mec, c'est comme ça qu'il est arrivé à s'en sortir, qu'il a développé, qu'il a 5 fois plus d'activité aujourd'hui qu'il y avait à 5 ans. L'associatif, on a été à chaque fois... Dans le cas de la Silicon Valley, on n'est pas de nombreux Tunisiens. On n'était pas de nombreux Tunisiens. Il y avait souvent des visites organisées pour des entrepreneurs tunisiens, des chefs d'entreprise, pour venir voir un peu ce terrain-là. C'était un peu à la mode entre 2005 et, on va dire, de 2005, quand la reprise a recommencé dans la Silicon Valley avant la crise financière. C'était un peu la mode d'avoir les voyages organisés pour venir voir comment c'était la Silicon Valley, qu'est-ce qui était exceptionnel, qu'est-ce qui était spécial, qu'est-ce qui était important. On essayait de recevoir ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise tunisiens. Mais le problème, c'est que le gap et le fossé étaient tellement énormes qu'il n'y avait pas grand-chose à reprendre. En fait. C'est devenu un voyage touristique, c'est super. Tu viens voir San Francisco, on te raconte des choses qui ne peuvent pas s'appliquer à ton monde, tu nous racontes des difficultés qui ne nous parlent pas. C'est un dialogue de sourds, au fait. Donc finalement, on fait quand même, parce que c'est sympa, et on est entre Tunisiens, donc c'est cool. Donc on a fait des séminaires, on a fait des trucs comme ça. Mais au fait... Moi, ce que j'avais trouvé qui était le plus intéressant, c'était la twittosphère à l'époque, au départ de Twitter, quand ça avait commencé à prendre un peu en Tunisie, et que c'est là qu'il y avait le vrai pouls du pays, au fait. Bon, c'était peut-être un petit segment un peu spécifique, privilégié, etc., mais il y avait un vrai pouls, une vraie communication, on voyait ce qui se passait. Les gens,
c'était le premier filtre, avant la révolution, bah, c'était le premier moyen de communication et d'échange d'informations publiques, il ne faut pas l'oublier, où il n'y avait pas de filtre. Et après, il y a le destin qui se manifeste évidemment un 14 janvier. Et ben, on était dans l'équipe qui a organisé les élections à San Francisco, le dernier bureau qui a fermé. On connaissait déjà les résultats, mais les gens venaient voter quand même, parce qu'ils avaient tous envie d'avoir le petit doigt qui était en bleu. C'était génial. Et je remercie tout le monde parce que c'était absolument pas facile. Il y avait beaucoup de logistique à gérer. On a pris l'urne et on l'a laissée chez nous. On pouvait pas. Enfin. On était tenté de faire ça, mais on l'a pas fait. Mais l'idée, c'est que il y avait des représentants de certains partis qui nous avaient demandé justement de prendre l'urne parce qu'ils avaient peur qu'il y ait de la triche, de le prendre chez eux, comme s'ils allaient être eux plus tunisiens et plus réglo que nous. Mais c'était génial parce que le sentiment ce jour-là, en tout cas c'est les 3 jours du 23 octobre dont tu faisais référence, c'était extraordinaire. On s'est tous sentis revivre. Je raconterai juste une petite anecdote sur ça. J'avais une petite anecdote sur ça. Le mec, ça faisait 15 ans qu'il était aux États-Unis, il était sans papier, il n'avait plus de passeport tunisien depuis 15 ans. Bah, au fait, il est venu voter avec son passeport qui était périmé, il n'y avait que 3 papiers, 3 pages dessus qui restaient, qui pouvaient prouver que c'était lui. On l'a laissé voter quand même. Et c'était extraordinaire. Il pleurait, le mec. Ça faisait depuis, je sais pas, 85 qu'il était aux États-Unis. Il n'a jamais remis les pieds il était sans papier aux États-Unis depuis 30 ans, depuis 28 ans, quoi. Et il ne pouvait pas revenir en Tunisie puisqu'il était sans papier. Donc il ne pouvait pas revenir après aux US. Donc du coup, c'est ces moments-là qui te marquent. Dilemme mi-2011, c'est revenir, encore une fois, au bout de 10 ans, c'est revenir en Europe ou en Tunisie. Et là, au fait, fondamentalement, je me suis embarqué dans un autre voyage qui est le mariage, donc je me suis marié. Et je suis revenu m'installer en Allemagne en 2012. Premier objectif, c'était de se réadapter à la vie en dehors de la Silicon Valley. Parce qu'au fait, ce qu'il faut savoir sur la Silicon Valley, tout cet aspect entrepreneurial, c'est que c'est une bulle où tout est optimisé et parfait pour être entrepreneur. Il y a le minimum de friction possible. À toi de résoudre le problème que tu essaies de résoudre pour les autres, mais pour toi, tout est fait pour que tu n'aies pas de friction. Comme ça, 99,99% de ton énergie, elle va à résoudre le problème que tu essaies d'attaquer, pas à faire tout ce qui est à toi. Nous, si on arrive à avoir 5% de notre énergie, subhanallah, exactement. Et donc, je me suis embarqué dans une carrière qui est plus centrée sur le MENA. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs startups dans la région, à Paris, puis à Dubaï, puis à Paris, puis à Munich, puis à Paris. Bon, il y a quand même un thème qui revient. Donc, j'habite jamais à Paris, mais je vais et viens. Je fais plein d'allers-retours sur Paris. L'adaptation est express. Parfois, c'était douloureux. L'adaptation à Dubaï était curieuse, intéressante, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai pas trop aimé. Mais au fait, ce que j'ai rapidement réalisé, c'est que le monde est vraiment un village et qu'il est encore plus petit aujourd'hui qu'il l'était il y a 5 ans, même il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, il y a 1,5 milliard de personnes sur YouTube. Et le truc important, c'est que l'esprit Silicon Valley est rentré complètement dans l'inconscient collectif, au fait. Grâce aux médias, un film comme le Social Network, il a complètement démystifié ce qui se passe, au fait, derrière le rideau, comment Facebook a pu exister. Une série comme Silicon Valley, depuis quelques années, elle montre un peu l'envers du décor en mode autodérision, mais il y a plein de choses qui sont vraies, c'est des vraies anecdotes. Évidemment, je mentionne là quelques médias qui parlent beaucoup de la scène Silicon Valley, mais qui finalement essaient aussi de parler de plein d'autres choses qui se passent. Et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'être à San Francisco, à Paris, à Berlin, à Singapour, à Tunis, n'importe où, en fait, on a accès aux mêmes informations. Il suffit, si on a l'esprit ouvert et qu'on se met dans les conditions de pouvoir être créatif, de s'abstraire de toutes les contraintes qu'on a autour de nous, en fait, on a l'information. Et donc, depuis 2016, moi, je reconnais, même si je vais en Tunisie épisodiquement, mais que je n'y vis pas, contrairement à pas mal de gens qui sont intervenus aujourd'hui, il y a un vrai changement fondamental de l'environnement, de l'écosystème entrepreneurial à Tunis. Et les premiers essais doivent évidemment montrer la voie aux autres. Donc, dans un pur esprit de start-up, les pionniers, c'est ceux qu'on essaie d'abattre. C'est ceux qui finissent par être la face contre terre, mais qui se relèvent et qui continuent. Donc, n'ayez évidemment pas peur d'être un pionnier. Et j'aime beaucoup cette citation qu'on cite souvent, mais que
je vous la remets aujourd'hui, qui est ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je pense qu'on a eu plein d'exemples aujourd'hui, plein d'interventions qui ont été très appropriées pour dire ça. C'est que des gens qui ont dit, OK, nous, on veut faire quelque chose pour notre pays, on veut le faire. Et on y va, et on le fait. Et d'ailleurs, après cette citation-là, 8 ans plus tard, il y avait quelqu'un qui marchait sur la Lune. C'était quand même un truc de fou. On est en 61. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller sur la Lune. Enfin, ils l'ont fait en 8 ans. Enfin, les Américains l'ont fait en 8 ans. Nous, la Terre, tout ensemble, aujourd'hui, elle n'est pas capable de le refaire en 8 ans. Ça veut dire qu'il y a une énergie et une capacité d'exécution incroyable quand on veut, vraiment. Et je voulais juste mentionner quelque chose. En fait, le Rorba, c'est quelque chose qui ne sera jamais un état stable. Moi, ça fait 20 ans que je suis parti. Il y en a qui sont restés 5 ans, il y en a qui sont restés 10 ans, il y en a qui sont restés 20 ans. Mon beau-père, ça fait 45 ans qu'il est parti. Mon beau-père, il est tunisien, et il est installé en Allemagne depuis 47 ans. Il pleure tous les soirs. Il sera toujours un étranger là où il est, alors qu'il a ses enfants, ses petits-enfants qui sont nés dans ce pays-là. Eh bien, la Rorba, ce n'est pas un état stable. Donc, pour moi, personnellement, notre Apollo 11, c'est d'équilibrer le flux migratoire avant de l'inverser. S'il n'y a que ça qui changera notre pays, qui fera que ceux qui auront leur bac dans 5 ans, eh ben, ils ne se poseront plus la question d'aller faire des études ailleurs, peut-être. Ceux qui iront faire leurs études ailleurs, eh ben, ils réfléchiront, quand ils auront la décision comme moi, les dilemmes en 2001 et en 2011, eh ben, ça sera une évidence la Tunisie pour eux. Évidemment que c'est un objectif ambitieux, mais si chacun contribue à sa façon, j'ai envie de dire qu'on transformera le projet de retour s'installer en Tunisie. Ça ne sera plus un dilemme. On ne sera plus en ouais, mais bon, je ne sais pas trop, c'est trop compliqué, machin et tout. Non, ça va être une évidence. Mais oui, mais bien sûr que c'est là qu'il faut aller, qu'il faut qu'on rentre. Et pour un seul objectif, c'est de réussir vraiment notre aventure collective qui est celle de notre pays.